et bienvenue dans ce troisième cours d'histoire des relations internationales qui va donc porter cette fois-ci sur ce que j'ai intitulé le système des relations internationales de 1920 à 1939, première partie, donc, et vous l'avez bien compris, qui va être consacrée aux années 20. Alors, pour ceci, vous avez donc, pour ces années 20 que nous allons voir ensemble, vous avez donc un plan en trois parties. On va voir d'abord la situation au début des années 20, hein, comment ça se passe, comment tout ce système qui est né des traités de paix, du traité de Versailles et des autres qu'on a vus la dernière fois, comment tout ça va, si vous voulez, s'orchestrer un peu, se mettre en place, quels vont être les enjeux de cette période-là. Et vous avez déjà compris que, bien sûr, le principal enjeu du début des années 20, ça va être de faire payer à l'Allemagne ses réparations de guerre, déjà d'en fixer le montant, hein, puis ensuite de les lui faire payer. Hein. On va voir ce qui va se passer, justement. Hein. Deuxième partie, eh bien, nous allons voir ce qui se passe un peu en URSS, dans cette Russie qui sort d'une guerre civile révolutionnaire assez longue et particulièrement sanglante, et comment Staline va s'imposer comme le premier leader euh, bolchevique de l'histoire assez longue de l'URSS, et le système que Staline va mettre en place, et comment Staline va forger en fait ce géant que sera plus tard l'URSS de la guerre froide. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Puis troisième partie, on voit un peu, c'est ce qui se passe avec les années 20, comment ce système des années 20, ce système en fait basé sur le triomphe des démocraties, essentiellement franco-britanniques, sur tous ces nouveaux États, successeurs notamment des empires centraux dissous, comment, eh bien, finalement, tout ça va s'effondrer assez rapidement, pour une large partie d'ailleurs à cause de la crise de 1929, puisque c'est ça les années 20, si vous voulez, ça commence un peu dans la frénésie des danses, notamment des garçons, etc., des différentes comment dire, modes tout à fait étonnantes de cette période de libération, après tout aussi des mœurs, après la guerre de 14-18, puisque je vous ai mis en introduction de cette vidéo un petit échantillon. Eh bien, comment on va passer de là à une période comment dire, un peu de sur, comment dire, de surconsommation, surchauffe de l'économie de reconstruction d'après la guerre de 14, et comment tout ça se termine, si vous voulez, au travers notamment de au moins la première grande crise internationale de la période que l'on va voir dans cette séance, comment tout ça se termine en 1929 par donc cette crise économique et puis, si on peut dire, de sombres moments qui vont s'annoncer avec les années 30. Ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Alors pour ce faire, je vous ai remis en illustration une carte que vous connaissez, celle de la Nouvelle Europe, qui naît en 1920. Je vous laisse bien sûr en détail bien regarder les États agrandis, les États qui ont perdu des territoires, etc. On l'a largement vu. Et puis on terminera effectivement les années 20 avec l'apparition en Extrême-Orient d'une puissance militaire en plein décollage économique et qui va faire parler d'elle abondamment dans les années 30 et ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la question de l'Empire japonais. C'est pour ça que je vous ai mis une carte, pour bien montrer aussi que nous ne sommes pas dans ce cours, bien sûr, complètement focalisés sur l'Europe, même si c'est vrai que l'histoire des relations internationales, si vous voulez, au XXe siècle, en ce qui concerne en tout cas la période de l'entre-deux-guerres, est quand même effectivement pas mal focalisée sur l'Europe. C'est un peu logique, je vous avais expliqué la dernière fois que en 1914, on avait un monde qui gravitait autour de l'Europe. Évidemment, ça s'émancipe après la guerre de 14, mais c'est quand même là que les principaux événements vont se dérouler, en tout cas pendant donc cette première partie de l'entre-deux-guerres.
hein. Donc voilà un peu comment on va organiser tout cela. Vous trouverez également deux ouvrages qui sont des manuels, en fait, plutôt pour vous aider à vous y retrouver sur les années 20 et sur la période que l'on va voir en ce moment. Ces années 20, ne l'oubliez pas aussi, qui sont des années, je l'ai dit tout à l'heure, d'euphorie, des années folles, on a appelé ça comme ça, et qui vont effectivement se terminer par ce drame que sera la crise économique de 1929. Alors la situation de l'Europe, première partie, la situation de l'Europe dans les années 20. Donc on a bien sûr, et vous l'avez bien noté, un glacis d'États nouveaux qui sont donc particulièrement reconnaissants aux puissances occidentales et principalement à la France, durant cette période-là. Il ne faut pas oublier, je vous le rappelle, que tous les États de l'Europe hein, en 1920 sont des démocraties, des monarchies parlementaires, qu'ils soient États vainqueurs ou vaincus. Donc c'est vraiment le triomphe des valeurs démocratiques que l'on a. On y croit vraiment au début des années 20, il y a la SDN, on pense vraiment que la guerre, si vous voulez, est définitivement mise hors la loi, que personne n'osera attaquer, si vous voulez, le système né des traités de paix, ce système donc garanti par la SDN, et qui, pense-t-on, avait définitivement mis la guerre, les alliances militaires, tout ça, hors la loi. Et on va bien voir que assez rapidement, il va en être autrement. Parce que ce monde qui naît au début des années 20, je l'ai un peu esquissé la dernière fois, est avant tout un monde démocratique fragile. On a, en ce début des années 20, pas mal de peurs, de craintes, la plus grande de toutes les craintes étant d'abord celle du régime bolchevique qui s'est développé si rapidement à l'Est, en Russie, avec donc Lénine qui n'a de cesse que de proclamer la victoire de la révolution à Moscou, mais surtout de souhaiter son extension au monde entier. La révolution doit être mondiale. Et ça va inquiéter énormément les chancelleries occidentales, comme on disait à l'époque. Donc, on va craindre effectivement à tout moment que cette révolution bolchevique ne s'étende. Et il est vrai que, rappelez-vous, quand on a parlé de l'année 1919 la dernière fois, 1919-1920, il y a encore beaucoup de troubles en Europe, notamment en Europe centrale, avec des tentatives d'insurrection communiste un peu partout, puis une qui a failli bien réussir en mars 1919, avec une république des conseils en Hongrie qui, comme vous le savez, sera écrasée en quelques mois, mais quand même, ça montre qu'il y a un réel danger. Alors ce système, en fait, si vous voulez, que j'ai intitulé le système de Versailles, le système né de la victoire, eh bien, ce système va reposer en fait sur des relations privilégiées que la France va développer avec un certain nombre d'États successeurs, notamment des empires, des États nouveaux ou agrandis, qui comment dire, vont garantir en quelque sorte un peu, si vous voulez, la stabilité de cette nouvelle Europe qui vient de naître. Il y a quand même, si vous voulez, une différence radicale entre la carte, rappelez-vous, de l'Europe en 1914, qui est barrée d'empires, si vous voulez, centraux, Allemagne, Autriche-Hongrie, etc., et puis cette nouvelle carte que je vous ai envoyée, que vous avez avec le cours, pardon, de l'Europe en 1920, une carte où vraiment, où il n'y a plus rien n'est comme avant. Alors ces États sur lesquels on va se baser, s'appuyer, ça va être du nord au sud, la Pologne, bien sûr. Pologne reconstituée, Pologne qui n'existait plus, qui est donc une république parlementaire, et sur laquelle les Occidentaux comptent beaucoup, notamment face aux voisins immédiats de la Pologne, qui est cette Russie bolchevique si menaçante et qui fait tellement peur. Au centre, on a la Tchécoslovaquie. Rappelez-vous,
morceau de la Slovaquie, ensuite ce morceau de la vieille Bohème-Moravie que forme la Tchéquie, hein. Ça devient un État fédéral, une démocratie, là aussi, la Tchécoslovaquie, qui va être dirigée, hein, par deux personnages de vieux amis de la France, hein, avec le président donc, qui sera Thomas Garrigue Masaryk, hein, et le Premier ministre Édouard Beneš, et à la mort de Masaryk, ce sera Beneš qui prendra la suite. Nous reparlerons de Beneš quand on abordera la crise de Munich, hein, de 1938. Alors là aussi, c'est vraiment un des états pivots, hein, si vous voulez, du système. On compte beaucoup sur les Tchécoslovaques, hein, pour, comment dire, affaiblir notamment le voisin allemand, hein, puisqu'une bonne partie de la Tchécoslovaquie a été constituée à partir, hein, de morceaux de l'Empire allemand, hein, mais aussi, vous le savez, quelques morceaux de l'Autriche, et puis surtout de la Hongrie voisine. Autre État, alors grand ami de la France lui aussi, parce que rallié dès 1916, donc dans le camp des Alliés, hein, grâce notamment au général Berthelot, c'est la Roumanie. Hein. La Roumanie, c'est une monarchie parlementaire, hein, et là, un pays dont la langue est en partie latine, hein, et qui, donc, depuis, si vous voulez, sa recréation au XIXe siècle, hein, notamment suite aux guerres de Napoléon III, et puis ensuite au soutien que la Troisième République va apporter à cette petite Roumanie dans un premier temps, et la grande Roumanie qui naît en 1920 grâce au traité de paix, est encore plus renforcée, hein, dans son sentiment d'amitié vis-à-vis de la France. Puis au sud, il y a une autre monarchie parlementaire qui s'appelle la Yougoslavie, hein, c'est tous ces États du Sud, ces Slaves du Sud, hein, vaincus d'ailleurs comme les Croates ou les Slovènes, hein, qui faisaient partie de l'Empire, hein, ou alors de nouveaux États, de vieux États amis de la France, hein, comme les Serbes par exemple, hein, qui vont donc se mettre ensemble pour créer donc cette future monarchie confédérale, hein, ou fédérale aussi, après, hein, une forme un peu atypique, hein, qui va se créer donc avec le royaume de Yougoslavie. Là aussi, c'est un des États pivots. On compte beaucoup sur les Yougoslaves. Pourquoi? Parce que on a bien compris que les Balkans, si vous voulez, étaient une zone, hein, particulièrement instable. C'est quand même de là, hein, bon, qu'est parti donc une bonne raison a fait que la guerre est partie, si vous voulez, de la fameuse assassinat de Sarajevo en 1914, hein, dont je vous ai déjà parlé. Et bon, en fait, effectivement, hein, si vous voulez, on compte sur cet État des Slaves du Sud pour stabiliser la région et faire en sorte que désormais les problèmes de minorité, les problèmes interethniques, etc., soient désormais terminés. Hein. Donc voilà un peu sur quoi se base, hein, si vous voulez, ce système-là. Et pourquoi est-ce qu'on compte tant sur ces États-là? Bien parce que, notez-le, il y a trois grandes peurs. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure du bolchevisme. Hein, trois grandes peurs qui vont baigner, si vous voulez, ces années 20. Hein, pour commencer. Alors, première grande peur, hein, c'est celle, j'ai dit tout à l'heure, hein, de l'extension de la révolution bolchevique. Ça, c'est vraiment un argument important. Hein. On a vraiment très peur, notamment que les États vaincus, non pas l'Allemagne nécessairement, hein, puisque elle, on ne peut quand même pas faire autrement que de lui demander des réparations de guerre, mais d'autres États comme l'Autriche, comme la Bulgarie par exemple, ou voire la Hongrie, hein, qui sont des États vaincus, déstabilisés. On a peur, hein, qu'ils sombrent dans le bolchevisme, d'autant plus que, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est arrivé. Hein, c'est arrivé pendant quelques mois en Hongrie, et les Occidentaux ont craint vraiment, hein, que la révolution communiste bolchevique à la Lénine se répande partout en Europe. Hein. Donc ça, c'est la peur numéro un. La seconde, évidemment, parce qu'on n'est quand même pas innocent, on craint, hein, que l'Allemagne veuille évidemment se venger de ce traité de Versailles, considéré comme un coup de poignard dans le dos, comme un diktat, qui n'a même pas été signé par l'empereur, puisque l'Empire allemand disparaît avant l'armistice. Hein. Vous savez que Guillaume II a fui en Hollande.
hein, et que donc c'est une république plutôt mal née, hein, puisque née de la défaite, qu'on appellera la République de Weimar, hein, qui va prendre la suite, hein, de l'Empire et qui va signer ce traité de paix, et qui évidemment va provoquer beaucoup de réactions nationalistes en Allemagne. Hein. Et bien sûr, hein, ces réactions nationalistes vont entraîner évidemment une situation de déstabilisation des politiques, notamment un jeune parti nationaliste qui apparaît dès le début des années 20, hein, le NSDAP, hein, le futur parti de Hitler, le parti nazi, existe déjà avant que Hitler en prenne le contrôle, et c'est un parti nationaliste qui évidemment dénonce ce traité de Versailles. Hein. Sachez que l'année 1923, hein, c'est aussi, en plus d'être celle de l'invasion de la Ruhr par les Occidentaux, on y reviendra par la France notamment, en plus d'être cela, l'année 23, c'est aussi l'année où, en novembre 23, Hitler, hein, jeune agitateur de ce fameux NSDAP, va organiser à Munich un coup d'État, hein, pour tenter de renverser évidemment la jeune République de Weimar, hein, et prendre le contrôle et peut-être donc organiser toute une politique de déstabilisation, de destruction du traité de Versailles. Comme vous le savez, Hitler, en effet, va faire cela. On le verra la prochaine fois, mais à partir de 1933. 1923 est un peu tôt. Le putsch sera déjoué, hein, et donc Hitler mis en prison pour un certain nombre d'années, où il va écrire, évidemment, comme vous le savez, tout son programme. Hein, on y reviendra plus tard, que l'histoire a gardé sous le titre de Mon combat, alias Mein Kampf. Donc deuxième peur, une peur vraiment, là aussi concrète, hein, d'un risque, d'une volonté des Allemands de se venger. Hein. Ils ont perdu quand même quelques territoires, une bonne partie de leurs frontières avec la France est démilitarisée, la Rhénanie, etc. Donc, et puis surtout, ils vont être condamnés à de très lourdes réparations. Donc l'Allemagne n'est pas du tout en voie de stabilisation. Hein. Mais encore une fois, le poids des opinions publiques, et notamment en France, tant de millions de morts, si vous voulez, fait que il est impossible, hein, de ne pas de faire l'impasse, hein, si vous voulez, sur les réparations allemandes. Hein. Et puis, troisième peur, troisième crainte, là aussi, c'est toujours sur la déstabilisation de l'Europe centrale, notamment vaincue, notamment pour la Hongrie. Hein. On craint un retour sous forme de coup d'État, par exemple, des Habsbourg, hein, qui pourraient tenter de revenir aux affaires. L'empereur Charles, hein, le jeune empereur Charles qui succède en 1916 à François-Joseph, hein, vous le savez, et qui va tenter d'ultime pour parler de paix qui échoueront, hein, à la fin de la guerre de 14-18. L'empereur Charles a bien sûr abdiqué, a quitté l'Autriche, a quitté la Hofburg de Vienne, hein, et est parti donc en exil à Madère. Et c'est vrai qu'il va tenter de mener par deux fois, si ma mémoire est bonne, deux tentatives de coup d'État pour prendre le pouvoir en Hongrie. Hein. Elles échoueront, hein. Mais il faut savoir que là aussi, c'est une crainte et une menace réelle. Alors face à tout cela, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vous ai dit que le système de Versailles, ce système donc de garantie, hein, si vous voulez, des puissances occidentales vainqueurs au travers d'un certain nombre de pays, si vous voulez, qui vont être chargés d'assurer la stabilité, hein, ce nouvel ensemble. Hein. Alors évidemment, on se dit que la SDN, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Et la première erreur, elle vient assez vite, en fait, finalement, puisque c'est la France, hein, qui va créer une nouvelle alliance militaire, hein, pour bien garantir cette paix dont on a tellement peur qu'elle ne dure finalement pas si longtemps que ça. Hein. Et cette première erreur, parce que c'est le retour quand même aux alliances militaires, c'est quand même ce dont on ne voulait plus. Hein. Cette première alliance donc va s'appeler la Petite Entente. Hein, la Petite Entente qui naît le 14 août 1920. Hein. Donc c'est une alliance militaire, bien sûr, hein, une alliance, donc, si vous voulez, entre la France et trois pays que l'on a choisi donc de particulièrement soutenir en Europe centrale et dans les Balkans. Ces trois pays sont donc la Yougoslavie, hein,
je vous l'ai dit, toujours la peur que ces fameux Balkans reprennent feu, hein, et puis on s'inquiète peut-être un petit peu aussi d'un voisin de la Yougoslavie qui va faire parler de lui, surtout quand on en reparlera la prochaine fois, bah, c'est l'Italie. Hein. En Italie, il faut savoir qu'il y a cette grosse frustration des traités de paix. L'Italie n'a pas obtenu tout ce qu'elle voulait. Elle voulait notamment récupérer une bonne partie de la flotte austro-hongroise. Ce ne sera pas le cas. L'Italie qui est dans une situation économique assez catastrophique au sortir de la guerre et qui a du mal à s'en sortir. Et assez rapidement en Italie, ben, vous allez, on en reparlera la prochaine fois, hein, au début des années 20, il y a un aventurier politique hein, qui va devenir Premier ministre et qui va ensuite construire ce qui sera un État totalitaire, hein, lui aussi, ce sera Mussolini. Et on s'inquiète quand même un petit peu hein, de cet agitateur, de ce Mussolini qui est sur le point, au début des années 20, de prendre le contrôle. C'est ce qui va d'ailleurs se produire de l'Italie. Donc, avoir une Yougoslavie qui est quand même en face hein, de la mer Adriatique, hein, avoir une Yougoslavie renforcée pro-occidentale, c'est vraiment important. Hein. Stabiliser les Balkans et se garder, comment dire, de phénomènes qui commencent à inquiéter un peu, comme la naissance de ce fascisme en Italie, qui naît dès les années 20. Hein. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Hein. On y reviendra. Le deuxième pays avec lequel la France va s'allier dans la petite, ce qu'on appellera donc la petite entente, hein, eh bien, le 14 août 1920, hein, je vous l'ai dit, c'est la Tchécoslovaquie. Hein. La Tchécoslovaquie, regardez la carte, on voit très bien que c'est un pivot central hein, autour de Prague hein, et d'un pays ami hein, historiquement de la France, hein, parce que les leaders, Masaryk et Beneš, ont été très longtemps exilés à Paris, hein, du temps où évidemment la Tchécoslovaquie n'existait pas, hein, elle était sous le joug hein, de l'Empire austro-hongrois. Et donc, bien sûr, de vieilles amitiés politiques sont nées, et c'est vraiment un État sur lequel on compte beaucoup que la Tchécoslovaquie. Terrible chose que de l'abandonner en 1938, on aura l'occasion d'y revenir. Mais là, nous sommes dans la petite entente, on veut en gros bétonner, si vous voulez, cette paix de la guerre de 14-18 gagnée avec tant de millions de morts. Hein. Yougoslavie, je viens de le dire, la Tchécoslovaquie, et le troisième pays donc de cette petite entente avec laquelle donc, on signe entre la France et ces trois États, c'est la Roumanie. Roumanie, État particulièrement agrandi, hein, ne l'oubliez pas, énorme État désormais d'Europe centrale, le plus grand, hein, avec la Pologne, hein, ne l'oubliez pas, et sur lequel on compte beaucoup. Hein. Il suffit de voir la situation géopolitique de la Roumanie. Hein. Peut-être pour ça qu'on a choisi la Roumanie plutôt d'ailleurs que la Pologne dans la petite entente. Hein. C'est que effectivement, il y a aussi ces frontières à l'est, hein, notamment, vous l'avez vu hein, sur la carte, hein, à laquelle je vous renvoie, hein, mais la Roumanie a sa frontière, notamment une frontière assez importante avec l'Ukraine. Hein, l'Ukraine qui a cru à un moment donné pouvoir être indépendante de l'URSS, hein, naissante, et qui, tout comme la Biélorussie d'ailleurs, hein, va rapidement revenir sous le contrôle hein, de la Russie. Je vous rappelle que c'était des possessions coloniales russes, hein, tsaristes, et Staline, avez bien compris, entend bien les ramener dans le giron soviétique, ce qui sera le cas, ce sont des républiques soviétiques, hein, tout simplement. Elles devront attendre, comme donc un certain nombre d'autres États, les années 90, hein, pour tout simplement recouvrer la liberté. Donc on compte beaucoup sur la Roumanie, parce qu'au sud, il y a quand même la Bulgarie qui s'agite pas mal, hein, victime évidemment de réduction territoriale et du problème macédonien, on en a déjà parlé. Hein. Et puis donc garantir aussi de surveiller bien cette frontière donc à l'est qui fait tellement peur avec cette future URSS. Hein. Au niveau de la Bulgarie, qui, comme vous le savez, paiera très très peu de réparations, ou pas du tout, on en a parlé la dernière fois, n'oublions pas qu'elle est aussi prise en sandwich, donc avec la Roumanie au nord hein, et la Yougoslavie à l'ouest. Hein, et dans une certaine mesure la Grèce, hein, puisqu'elle avait rallié le camp
occidentale au sud. Hein. Donc là, avec ce système, hein, je vous ai envoyé avec le cours une petite carte hein, de la petite entente, ça vous montrera quand même très bien hein, comment ce système de la petite entente était une garantie supplémentaire de stabiliser un peu tout l'ensemble parce que tout simplement on craint évidemment que les traités de paix hein, et la SDN ne suffisent pas hein, à maintenir tout cela stable. Et s'ouvre donc avec le début de ces années 20 une série, hein, je vous en ai envoyé d'ailleurs la liste, hein, une série de conférences internationales qui vont nous mener tout droit hein, vers la première crise internationale du XXe siècle, tout simplement. Hein, si on compte que le XXe siècle commence en 1914. Pourquoi? Parce que cette série de conférences internationales dont je vais vous parler maintenant sont évidemment, on l'a bien compris, concentrées sur la question des réparations allemandes. Hein, ces fameuses réparations allemandes dont un des articles du traité de Versailles hein, renvoie au début des années 20 la fixation du montant définitif. Hein. Et évidemment, on se doute bien que ce montant sera énorme. Un des ministres, hein, le ministre des Finances, je crois, de Clémenceau, hein, qui est encore aux affaires à ce moment-là, dira, le ministre Klotz, hein, c'est connu, dans l'historiographie, dira l'Allemagne finalement n'aura qu'à payer, l'Allemagne paiera. Hein. Sauf que l'Allemagne, elle n'est pas en meilleur état que les pays occidentaux, et donc comment dire, elle aura beaucoup de mal à payer, et vous savez bien qu'elle ne pourra finalement pas payer. Alors je vais essayer de vous faire ça de façon le plus claire possible et le plus simple. Hein. Vous retrouverez bien sûr dans la fiche l'ensemble des détails. Hein. La première de ces conférences se tient en Belgique, à Spa. Hein. Ça s'écrit S-P-A, comme Spa, hein, qui est une ville de cure, hein, balnéaire, donc plein d'hôtels, très pratique pour loger tous les plénipotentiaires. Et c'est en juillet 1920 donc que s'ouvre la conférence de Spa qui fixe à 132 milliards, hein, 132 milliards de marques or le montant des réparations que l'Allemagne devra payer. Alors évidemment, c'est un tollé, l'Allemagne refuse, hein, les représentants de la République de Weimar quittent la conférence en disant que, bien sûr, ils ne paieront pas ces réparations. Et là, la situation est bloquée, évidemment, et vous comprenez que la tension internationale remonte, hein, parce qu'on est dans une situation de blocage, de montage de tension, et d'autant plus que les Alliés, surtout la France, ne sont pas tout à fait d'accord sur l'attitude à tenir. Parce que en France, Clémenceau, vous le savez, se retire hein, de la scène politique au début des années 20. Il voulait être président de la République et finalement, ça n'a pas été possible. Et deux hommes vont s'opposer dans toute cette période des années 20 et je vous demande de bien retenir leur nom. Ces deux hommes qui vont revenir aux affaires comme président du Conseil, l'un et l'autre, hein, sont d'un côté Aristide Briand, hein, dont les dates sont 1862-1932. C'est un personnage qui est un radical, brillant, qui est, on le qualifierait aujourd'hui à gauche hein, de l'échiquier politique, hein, une sorte de social-démocrate hein, quelque part, et brillant et partisan des idées de Keynes. Hein. Vous savez, Keynes, ce grand économiste hein, qui a été un des conseillers dans les traités de paix, qui s'était opposé notamment au fait que l'on charge trop l'Allemagne de réparation, qui avait démissionné, Keynes, hein, et qui écrira d'ailleurs un ouvrage assez, comment dire, sévère hein, sur la paix, hein, sur cette paix tellement menacée par ces réparations de guerre. Il était très lucide. Et Briand est plutôt partisan de ça. Certes, on va faire payer l'Allemagne, mais on va lui faire un échéancier très très long hein, pour qu'elle puisse étaler ses réparations sur plusieurs décennies, pour que ce soit quand même possible et éviter que la jeune et fragile République de Weimar, qui va donc, je vous l'ai dit, hein, déjà avoir un premier coup d'État très sévère en 1923, fin de l'année 23, avec Hitler, hein, qui tentera déjà un putsch à ce moment-là, eh bien, ne sombre hein, dans
une aventure politique qui pourrait devenir rapidement hors de contrôle. Très lucide, brillant. Hein. Mais malheureusement, l'opinion publique est très revendicative à cette époque-là, et c'est normal, sur ces questions de réparation. Et l'ancien président de la République, Raymond Poincaré, qui a été président de la République pendant toute la période de la guerre de 14-18, eh bien, revient spécialement aux affaires. Il revient spécialement aux affaires en tant que président du Conseil pour justement faire valoir l'idée du paiement intégral. Et voilà que tout ça va se produire au moment de l'organisation de la seconde conférence pour essayer d'arriver à trouver une solution. Cette seconde conférence, c'est la conférence de Cannes, janvier 1922, à Cannes, sur la Côte d'Azur. Là aussi, plein d'hôtels pour loger la plupart des participants. Et effectivement, Briand propose une solution, on est presque à deux doigts d'avoir un accord. Et puis voilà qu'il y a un changement politique, il y a des élections, on est sous la Troisième République, vous savez, donc c'est l'Assemblée qui fait les présidents du Conseil. Et donc, changement politique, c'est Poincaré et l'aile dure de droite de l'exécution intégrale du traité de Versailles, l'intransigeance de Poincaré, qui revient aux affaires et qui demande à l'Allemagne tout simplement de payer, qu'il n'est pas question ni de moratoire, ni d'étalement des paiements, ou je ne sais quoi. C'est l'aile dure qui l'emporte à Cannes. Évidemment, pas de solution. Cette conférence est un échec comme celle de Spa. Vous l'avez bien compris. La troisième, c'est la conférence de Gênes. Alors Gênes, donc dans le sud de l'Europe, cette très jolie ville du nord de l'Italie, qui va se dérouler du 10 avril au 19 mai 1922. Donc assez vite, où on veut essayer quand même de forcer un peu la décision de l'Allemagne. Et il va se produire à Gênes un coup de théâtre qui va nous mener effectivement vers la crise de janvier 23, c'est-à-dire l'invasion de la Roure par les troupes franco-belges sur les ordres de Poincaré. Parce que qu'est-ce qui se passe à Gênes? Il se passe à Gênes que l'Allemagne étant acculée, l'Allemagne, la République de Weimar, donc avec celui qui conduit les négociations, le chancelier Walter Rathenau, qu'est-ce qu'elle va faire pour essayer de trouver une solution, un échappatoire? Eh bien voilà qu'en pleine conférence de Gênes, le 16 avril 1922, on apprend que dans la ville voisine de Rapallo, R-A-P-A-2-L-O, eh bien qu'est-ce qui s'est passé à Rapallo? Eh bien voilà que les plénipotentiaires allemands de la République de Weimar annoncent que justement pour que l'Allemagne puisse s'en sortir économiquement et effectivement commencer à payer ces fameuses réparations exigées notamment par Poincaré avec tant de véhémence, eh bien elle signe un accord de coopération économique, et devinez avec qui? Eh bien avec, je vous le donne en mille, avec les bolcheviks, avec l'URSS, la jeune URSS de Lénine, qui est encore aux affaires, où une politique, je vous l'ai dit l'autre fois, de reconstruction économique fait que précisément la jeune URSS du début des années 20 a mené une politique d'ouverture économique pour se reconstruire. Et voilà que l'Allemagne arrive au bon moment, si on peut dire, pour que ces accords de Rapallo soient signés entre la République de Weimar et la jeune Union soviétique. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Si ce n'est que la peur de la contagion de la révolution bolchevique eh bien, se répande partout, et à commencer par l'Allemagne, le pays de Karl Marx, qui pourrait très bien basculer. Marx n'avait-il pas écrit dans la plupart de ses ouvrages que la révolution, si jamais un jour elle avait lieu, au XIXe siècle, écrivait-il, Marx, eh bien ce serait en Allemagne qu'elle devrait éclater, et non pas dans la Russie tsariste tellement en retard, rappelez-vous, notamment sur le plan industriel, pays très rural, peut-être pour ça aussi qu'il y a eu tant de problèmes. Alors là, évidemment, c'est effrayant. Là, les chancelleries occidentales, la France en premier lieu, prennent peur.
Évidemment, la conférence de Gênes se termine évidemment assez mal, vous le comprendrez. Et là, il n'est plus question de conférence. Il n'est plus question de rien du tout. Poincaré décide de passer à l'action et de mener ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération unilatérale, hein, sans prendre, comment dire, l'accord de ses alliés. Hein, et il décide tout simplement d'envoyer un corps expéditionnaire franco donc belge, hein, partie de l'armée française, une petite partie de l'armée belge, qui vont franchir le Rhin et ils vont envahir la principale zone minière, si vous voulez, et industrielle de l'Allemagne de l'époque, qu'on appelle la Ruhr. Hein. La Ruhr, hein, R-U-H-R, hein, retenez bien son orthographe, eh bien la Ruhr est envahie en janvier 1923, hein, en pleine paix, hein, sans aucune déclaration de quoi que ce soit, hein, sans avoir prévenu quiconque, hein, Poincaré, comme au bon vieux temps, si je puis dire, du 19e siècle et des vieilles opérations de ce genre, eh bien, mène cette opération. Et l'idée, c'est quoi? C'est que tout simplement, on va prendre le contrôle des industries, donc à la fois minières, du charbon, des aciéries, etc. Hein. Tout ça va être gardé par les troupes d'occupation et on va forcer les ouvriers allemands, hein, à travailler pour payer les réparations en nature, hein, à donc évidemment aux Alliés, à commencer par la France. Je résume, l'invasion de la Ruhr, c'est on va, dans l'esprit de Poincaré, c'est on va faire travailler l'industrie allemande pour qu'on puisse payer, que l'Allemagne puisse payer nos réparations à nous, les Français, les Britanniques, etc., etc. C'est en 1923, 3 ans à peine après la création de la SDN, déjà il y avait eu cette petite entente qui était le retour des alliances militaires, bon encore, passe encore, bon, c'est pour garantir la paix, la démocratie, et là, voilà que suite à un accord économique passé entre la République de Weimar et l'URSS, qui n'est quand même pas un accord politique, hein, c'est pas de ça qui va faire la République de Weimar une démocratie future, démocratie populaire, quand même pas. Mais voilà que Poincaré panique en quelque sorte, mange le morceau, et donc décide cette fois-ci de passer à cette opération unilatérale qui va déclencher un tollé. Hein. Même si les États-Unis sont en dehors désormais du jeu, côté britannique, côté des autres alliés européens, vainqueurs de la Première Guerre mondiale, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la guerre va reprendre? Et en effet, les ouvriers allemands, devinez qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en grève, agitation communiste, évidemment, évidemment. On sait bien que le tout jeune parti communiste allemand en profite, hein, pour créer de l'agitation. Hein, tout ça a un effet profondément déstabilisateur et très très inquiétant en Europe. Hein. On frôle, hein, vraiment, un conflit, hein, une manifestation, on tire, hein, je veux dire, cette occupation des troupes franco-belges de la Ruhr est vraiment vraiment la première grande crise internationale de l'époque, hein, dont on va sortir d'une façon assez inattendue, hein, puisque en 1924, donc l'année suivante, les États-Unis vont proposer, après un certain nombre de négociations, de prêter des dollars donc à la République de Weimar. Ce plan d'aide économique va s'appeler le plan Dawes. Dawes, D-A-W-E-S, 1924. C'est quoi le plan Dawes? C'est un plan d'aide économique à l'Allemagne pour qu'elle puisse payer ses réparations. C'est la sortie par le haut de cette crise de l'invasion de la Ruhr. À partir de là, en effet, la situation va s'apaiser. L'Allemagne va pouvoir commencer, en effet, grâce aux États-Unis, à payer, effectivement, une partie de ses réparations. Hein. Et la situation va s'apaiser, les troupes franco-belges vont quitter la Ruhr, et enfin une voie s'ouvre avec le retour aux affaires
d'Aristide Briand, Poincaré ayant bien compris, vu que la manière forte n'avait rien donné, il est très âgé d'ailleurs, quitte cette fois-ci les affaires et la vie politique, hein. Et c'est Aristide Briand donc qui redevient président du Conseil et qui va faire prévaloir la voie évidemment de la démocratie et de la diplomatie entre la France et l'Allemagne. C'est une première depuis, si je puis dire, depuis les guerres napoléoniennes. On a toujours été opposé à la Prusse, la guerre de 1870-71, je n'y reviens pas, n'en parlons pas, avec les provinces d'Alsace et la Lorraine qui nous avaient été confisquées. Hein, et l'après-guerre de 14-18, il faut bien reconnaître que l'Allemagne, successeur de la Prusse, n'avait pas nécessairement une très bonne image, vous l'imaginez, avec ces 4 ans de guerre qui s'étaient terminés. Mais la question des réparations trouvant temporairement une solution, eh bien, il émerge une ouverture sur le plan diplomatique. C'est la première fois que ça va avoir lieu entre la France et l'Allemagne. Alors vous me direz après, il y a eu bien sûr la période avec De Gaulle et Adenauer, que les historiens, les commentateurs retiennent comme étant le moment où, en effet, hein, l'amitié franco-allemande est née, le fameux couple franco-allemand. On dit toujours que ça remonte à 1958, et on en reparlera, entre Adenauer et Aristide Briand, le chancelier Stresemann et Aristide Briand, mais effectivement, c'est avec les accords de Locarno de 1925 que ça va se mettre en place. C'est un peu la préhistoire, si vous voulez, du couple franco-allemand futur de Gaulle-Adenauer en 58. Alors ces accords de Locarno, c'est un grand moment, parce que c'est le moment où finalement on décide de faire confiance à l'Allemagne. L'Allemagne va d'ailleurs rentrer à la SDN, elle a été exclue évidemment, et ces accords, c'est le moment où on pense vraiment qu'on entre enfin dans une période post-guerre de 14-18. On entre enfin dans une situation de régulation, si vous voulez, des relations entre la France et l'Allemagne, qu'on estime d'ailleurs comme étant quelque part la clé de voûte de tout ce système stabilisé de la victoire de 14-18. Alors ces accords de Locarno vont rassembler les pays suivants, d'une part l'Allemagne, la République de Weimar, et puis les États alliés suivants, la France, l'Angleterre, la Belgique et l'Italie. L'Italie toujours considérée comme un des États vainqueurs, bien sûr. Ces accords de Locarno, donc il y a évidemment avant une conférence de Locarno, qui a lieu du 5 au 16 octobre 1925. 5 au 16 octobre 1925, c'est la conférence suivie des accords de Locarno. Ça rassemble donc 2 hommes, Aristide Briand, toujours dans sa culture la coopération et de la diplomatie, pensant que c'est la seule voie possible face au problème des réparations allemandes. Et de l'autre, donc, c'est le chancelier Gustav Stresemann, S-T-R-E-S-E-M-A-2-N, donc chancelier de la République de Weimar, dont les dates sont 1878-1929, Aristide Briand, c'est 1862-1932, qui vont donc conclure cet accord, ces accords de Locarno, qui vont entériner d'une part que désormais l'Allemagne est un pays redevenu normal qui accepte et paye ses réparations de guerre, mais qui surtout comporte 3 éléments particulièrement stabilisateurs de ce qu'on imagine comme étant une paix définitive. Alors le premier élément, c'est le pacte rhénan. Pacte rhénan où l'Allemagne, la France et la Belgique reconnaissent l'inviolabilité de leurs frontières. Donc ça c'est important, on reconnaît, l'Allemagne, la France et la Belgique, que les frontières donc rhénanes sont intangibles, c'est-à-dire qu'on ne va plus jamais, c'est ça que ça veut dire, franchir le Rhin de part et d'autre pour aller faire la guerre.
Très important, le pacte Rhénan, c'est la base, c'est le socle. Ensuite, il y a des conventions qui sont signées entre l'Allemagne, d'une part, la France, la Pologne et la Tchécoslovaquie, hein, dans lesquelles on s'engage à ne plus jamais recourir à la force. Entre l'Allemagne, la France, la Pologne et la Tchécoslovaquie, on retrouve une partie de la petite entente, c'est important, ça la renforce encore plus, et que surtout l'Allemagne, eh bien, là aussi, en cas de crise, avec ces jeunes États centre-européens, eh bien, s'engage à ne pas avoir recours à la force, mais à avoir recours à la diplomatie. Et puis, troisième point, je l'ai gardé pour la fin, parce qu'il aura des conséquences assez dramatiques dans les années 30, mais il est important. Il y a un traité franco-polonais qui est signé, d'alliance défensive. Ah oui, la Pologne n'était pas dans la petite entente, et voilà qu'avec Locarno, un peu, on rattrape le coup, hein. Et donc, il y a un traité franco-polonais d'assistance militaire en cas de problème, qui est signé, un problème vis-à-vis de l'URSS, j'imagine à l'époque, parce que on est plutôt en période de conciliation face à l'Allemagne, hein. Et vous le savez, c'est cette alliance franco-polonaise, hein, ce traité d'alliance défensive signé à Locarno en 25, eh bien que la France va devoir honorer en 1939, hein, quand tout simplement Hitler et Staline envahiront la Pologne, hein, et déclencheront ainsi la Deuxième Guerre mondiale. L'autre traité qui est signé, alors celui-là hélas il va être trahi, pas honoré, en 1938. C'est un traité de même nature avec la Tchécoslovaquie. Alors vous me direz, oui, la Tchécoslovaquie demande déjà de la petite entente, ce qu'il fallait encore signer un autre traité. Oui, peut-être, parce qu'on voulait sans doute encore renforcer, j'imagine, le dispositif d'alliance défensive avec ce pays d'Europe centrale, hein. Donc, ce troisième point, hein, des accords de Locarno, en gros, c'est d'une part, pour l'accord franco-tchécoslovaque, un peu la honte de ce que seront les accords de Munich en 1938, on y reviendra, et pour le traité franco-polonais, c'est 1939, hein, et donc l'intervention de la France, hein, pour tenter de secourir la Pologne envahie par Hitler et Staline. Voilà ce qui se passe, mais on est loin de tout ce pessimisme à cette époque-là, hein. Et en 1926, l'Allemagne, hein, la République de Weimar, entre à la SDN, alors que l'URSS, on va en parler tout à l'heure, la jeune URSS, de plus en plus, entre guillemets, non présentable, hein, totalement entre les mains de Staline, hein, bien la jeune URSS va la quitter, hein. Alors, l'Allemagne rentre à la SDN en 1926, c'est vraiment l'apothéose, et tant et si bien que Stresemann et Aristide Briand seront faits prix Nobel de la paix, hein, en 1926, pour tout simplement ce grand acte, hein, qui, moins de 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien, permet donc à l'Allemagne et à la France et à leurs alliés, hein, d'envisager désormais un avenir commun, hein, un avenir de paix, hein. C'est très important. Il y a un monument, hein, qui commémore encore le prix Nobel de la paix qu'a eu donc avec Stresemann, Aristide Briand. Vous le trouverez sur les grilles du Quai d'Orsay, hein, face au ministère des Affaires étrangères, au bord de la Seine, à Paris, hein. Je vous en enverrai un petit élément avec les envois hebdomadaires pour que vous puissiez voir un peu ce que c'est, si cela vous intéresse. Alors évidemment, ces accords de Locarno n'auront qu'un temps, hein, on l'a bien compris, hein. Ces accords de Locarno vont, si vous voulez, être mis à rude épreuve, hein. Pourquoi? Parce que malgré l'aide que les États-Unis vont apporter à l'économie allemande avec le plan Dawes, hein, c'est que l'Allemagne va quand même avoir de plus en plus de mal,
hein, à payer les réparations, tant et si bien qu'en 1932, l'exécution du paiement des réparations allemandes sera transférée directement à la SDN. Hein. Donc, quelque part, ce sera aussi vu comme un aveu donc d'impuissance. Et puis, il y a évidemment une Europe centrale, une Mitteleuropa, hein, comme on dit, de plus en plus mise sous pression, hein, du nord au sud. Pourquoi? Non pas à cause de l'Allemagne, pas encore, ça viendra plus tard, mais à cause évidemment de l'URSS de Staline. Staline qui est en train, évidemment, de construire un gigantesque État industriel, menaçant, et avec une armée qui n'ira qu'en se renforçant, et inquiétant évidemment profondément les États voisins. Alors ces États voisins, par ordre géographique du nord au sud, sont les suivants, hein, parce qu'ils vont être déstabilisés dans la mesure où les régimes politiques si démocratiques du début des années 20 eh bien, vont se radicaliser, parce que ça veut dire des régimes avec des militaires, militarisés, pour faire face à une éventuelle menace, et ce, malgré tous les accords qu'on a pu signer à Locarno. Alors, c'est d'abord les trois petits États baltes. Je reparlais de ces petits États baltes, hein, Lettonie, Estonie, Lituanie, hein, qui n'existaient tout simplement pas, hein, avant 1914. Hein. Ils avaient existé il y a très longtemps, il est vrai, du temps, effectivement, où la Russie tsariste était comment dire, en train de se mettre en place sur le plan territorial, hein, mais ça remonte quand même à la fin du Moyen Âge. Hein. Ces petits États baltes, donc là, à la faveur du traité de Brest-Litovsk, hein, signé en janvier 1918, eh bien, retrouvent là une indépendance. C'est une aventure extraordinaire d'ailleurs que ces trois démocraties, mais qui sont quand même assez isolées et surtout menacées, hein, par une Russie qui voudrait bien, une URSS qui voudrait bien tout simplement en reprendre le contrôle. Donc là, évidemment, on a un problème absolument certain. Le gros problème, évidemment aussi, c'est la déstabilisation de la Pologne. La Pologne, hein, vous l'avez vu sur la carte, il y a quand même une frontière assez conséquente avec l'URSS désormais de Staline. Hein. La Pologne qui craint, hein, n'étant pas dans la petite entente, hein, on l'a dit, qui craint de se retrouver un peu isolée, d'autant plus qu'elle avait tout simplement cessé d'exister pendant un siècle, hein, ou presque. Donc on a une Pologne, hein, qui est donc extrêmement inquiète et qui, bien que démocratique, va voir donc progressivement simplement les militaires polonais, hein, prendre le contrôle, hein, face évidemment à l'URSS menaçante et inquiétante. Et puis, toujours face à Staline, ben, il y aura un peu plus au sud des problèmes avec la Roumanie, tout pareil. Hein. Là aussi, il y a un roi au pouvoir, c'est une république démocratique, hein, effectivement, enfin un État, une monarchie parlementaire, pardon. Hein. Mais là, il y a de grosses pressions qui sont faites par Staline sur une partie de la Grande Roumanie, hein, vous savez, la Transylvanie, dont on a déjà parlé, mais à l'est, c'est un autre État, hein, qui s'appelle la Moldavie, en fait, hein, composé d'une bonne partie de la Bessarabie, hein, et tout cela, évidemment, a toujours été revendiqué comme étant une principauté roumaine, et en 1920, donc la naissance de la Grande Roumanie incorpore la Moldavie. Et déjà, comme encore à l'heure actuelle, eh bien, Staline lorgne, hein, sur cette partie est de la Moldavie, et on le sait, hein, ce sera dans le pacte germano-soviétique, hein, qu'on évoquera dans la séance sur la fin des années 30, hein, il y aura l'annexion, hein, sans coup férir, de la Moldavie.
C'est important, c'est que cette grande Roumanie, avec la Moldavie telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, n'a existé que pendant donc l'entre-deux-guerres. Et là aussi, ce sera source de pas mal d'inquiétudes. Tant et si bien que dans les années 30, vu toutes les menaces qui s'ajouteront, et y compris celles évidemment de Hitler, que le roi suspendra la Constitution et établira ce qu'on appellera une dictature royale, phénomène qui va retrouver en Bulgarie et également en Yougoslavie, on y reviendra. Donc, là aussi, déstabilisation, menace par l'Union soviétique. Et puis, ensuite, il y a, on l'a dit, les fameux problèmes de minorité, que j'ai appelés les nouvelles minorités, et qui vont concerner d'autres pays de cette nouvelle Europe. En premier lieu, la Tchécoslovaquie, avec une importante minorité allemande qui s'agite quand même, située tout autour de ce qu'on appellerait la Bohème. Regardez sur une carte, regardez la frontière un peu en croissant de lune entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne. Et ben oui, c'est là que vont se trouver, je vais garder pour la bonne bouche, la fameuse minorité des Sudètes. On parlera des Sudètes, retenez bien leur nom. Ce sont des Allemands qui vivaient dans l'Empire allemand, et quand on a créé la Tchécoslovaquie, qui se sont retrouvés en territoire tchécoslovaque. Alors, s'il y a une agitation nationaliste, ça c'est clair. Devinez qui va récupérer et manipuler cette agitation après 1933, évidemment, Hitler. Ça, vous avez bien compris. Donc là aussi, c'est un problème au niveau des minorités. La Hongrie, évidemment, une situation particulièrement compliquée, même si c'est un État autoritaire dirigé par le régent Horthy, il y a évidemment pas mal d'agitation autour du cas des minorités hongroises situées en dehors de Hongrie, millions et des millions de Hongrois, et le fameux mouvement nationaliste qui va naître, dont le cri de ralliement sera Nem Nem Soja, ce qui veut dire en hongrois non, non, jamais. Jamais nous n'oublierons le traité de Trianon. C'est encore un thème dans la Hongrie actuelle, dans certains mouvements nationalistes qui ont bon pied, bon oeil, si je puis dire, et qui continuent tous les ans de manifester devant l'ambassade de France au mois de juin, le 4 juin de chaque année, puisque la France est considérée comme étant la principale responsable du traité de Trianon. On sait bien sûr aujourd'hui que ça n'est pas tout à fait exact à l'aune de pas mal de recherches historiques. Donc voilà pour la Hongrie. Et puis autre problème de minorité, on a déjà parlé, c'est en Bulgarie, bien sûr, puisqu'il s'agit de des revendications quasi, comment dire, quasi séculaires des Bulgares sur donc cette partie de la Macédoine qu'ils considèrent donc autour du lac d'Ohrid, O-H-R-I-D, qu'ils considèrent les Bulgares comme étant le berceau de leur civilisation. C'est de là que seraient nés les grands empires bulgares, etc. Et donc là aussi, ça pose des problèmes. Je l'ai déjà détaillé la dernière fois, parce que ça a donné naissance à un mouvement révolutionnaire, terroriste, dirions-nous aujourd'hui, qui s'appelait l'Organisation de la Résistance et de l'Indépendance pour la Macédoine, ou Organisation de la Résistance intérieure macédonienne. Il y a deux interprétations de cet acronyme, l'ORIM. Et l'ORIM va faire des attentats en Bulgarie, mais aussi ailleurs, pour agiter, déstabiliser les États balkaniques, et dans le but quand même plus ou moins secret de reprovoquer une guerre dans laquelle cette fois-ci les Bulgares l'emporteraient. Intéressant, l'ORIM, si cela vous intéresse davantage, je pourrais vous fournir un certain nombre d'articles que j'ai écrits sur ce sujet-là. Et puis, il y a quand même la question
j'évoquais un peu les minorités allemandes, alors le corridor de Danzig, on en a déjà parlé pour la Pologne, je n'y reviens pas, hein, les Sudètes, donc Tchécoslovaquie, et puis il y a un pays tout entier qui est tout petit, hein, qui était un grand empire, hein, quand même, héritier du Saint-Empire romain germanique, l'Autriche, capitale Vienne, hein, dynastie des Habsbourg, hein, avec une gloire passée encore fraîchement dans les mémoires de l'époque, hein, et qui se trouve là dans une situation complètement paradoxale d'être un État peu viable, hein, au sud de l'Allemagne, là, hein, un peu comme une sorte de lande oubliée, un peu quelque chose comme ça, et cette Autriche, donc, qui va être de plus en plus traversée par des mouvements nationalistes, hein, dont une bonne partie d'entre eux seront d'ailleurs noyautés, évidemment, hein, comme pour les Sudètes, par les séides du Troisième Reich, hein, pour, évidemment, amener à cette chose défendue des traités de paix, hein, traité de Versailles, le traité de Saint-Germain, la fameuse Anschluss, hein, qui est évidemment interdite, hein, car c'est impensable, évidemment, que l'Allemagne sorte agrandie, hein, et renforcée en absorbant l'Autriche. Vous le savez bien, après 1933, Hitler sera un peu, en quelque sorte, d'un avis différent là-dessus. Alors, tout ça, ça fait beaucoup de choses qui vont, vous voyez, travailler de manière lancinante contre ces beaux accords de Locarno, hein, où on pensait que, peut-être encore naïvement à l'époque, que désormais la paix, en tout cas pour l'Europe, était acquise, hein. L'ordre de Versailles, on le réévoquera tout à l'heure en parlant de l'échec des années 20, ne va pas, vous l'avez bien compris, dépasser cette décennie des années 20, hein, pour toutes ces raisons, hein, mais aussi par une conjonction de facteurs, hein. Et ça, il ne faut pas oublier, hein, qu'il n'y a pas que les traités de paix qui sont à mettre en cause là-dedans, hein. Il y a tout un tas de paramètres, hein, la crise de 29 en est un, hein, mais aussi tout un tas de paramètres, si vous voulez, parce que les questions nationalistes ont été mal gérées, parce que les problèmes de minorité n'ont peut-être pas été anticipés comme il l'aurait fallu, hein, etc., etc. Tout ça ajoute plein de petits ratés, si vous voulez, dans le moteur de l'exécution au début des années 20, hein, du nouvel ordre de Versailles, qui font que, effectivement, l'addition de régimes totalitaires, quand même plus ou moins incertains, comme celui de Mussolini du début des années 20, ajouté à celui de Hitler en 1933, et je ne parle pas de la situation en Espagne qu'on évoquera en parlant des années 30, hein, eh bien tout cela, mis bout à bout, si vous voulez, ne pouvait que précipiter le bel ordre démocratique des années 20 dans le fossé, hein, évidemment. Ça, c'est un paramètre important. Puis l'autre, évidemment, pour conclure cette première partie, hein, l'autre aspect, c'est que le personnel politique, hein, c'est-à-dire les vainqueurs de la guerre de 14-18, ceux qui avaient pris les décisions les plus importantes, et Clémenceau, au retour aux affaires dès 1917, en est vraiment un d'acteurs majeurs. Ben, tous ces gens-là, si vous voulez, ils quittent la scène politiquement ou meurent même, hein, dès le début des années 30 ou la fin des années 20. Clémenceau mourra en 1929, non sans avoir cessé de dénoncer les risques des différents grippages du système, qui ne pouvaient mener qu'à une nouvelle guerre. Poincaré, après Larour, ne va pas vraiment revenir aux affaires, il mourra en 1934, et Aristide Briand, c'est en 1932 qu'il disparaîtra. Il ne sera plus là quand il l'aurait sans doute fallu, hein, pour tout simplement défendre ces beaux accords de Locarno, et j'insiste là-dessus à la fin de cette première partie. Retenez que la préhistoire, hein, du couple franco-allemand,
C'est à Locarno qu'elle naît, entre les chanceliers Aristide, donc les chanceliers Gustave Stresemann et le président du Conseil Aristide Briand. C'est extrêmement important. Ils ont été prix Nobel de la paix pour ça. On a fait rentrer l'Allemagne à la SDN. On pensait vraiment, en 1925-1926, que malgré les problèmes des traités de paix, que, que la situation ne s'effondrerait pas aussi vite. Et pourquoi alors la situation s'effondre? Pourquoi les années 20 vont être un échec? Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la coordination de différents facteurs. Alors évidemment, il y a les problèmes de minorité, il y a le personnel politique des années 20 qui sera plus le même que celui des années 30. On vient de le dire. Il y a aussi un certain nombre de développements de mouvements nationalistes, etc., qui ne vont rien arranger. Et puis il y a aussi le fait que la démocratie va reculer. Elle va reculer face à l'apparition d'aventuriers politiques. Et ce recul, c'est pas uniquement à cause de l'URSS que Staline va construire, on en parlait dans un instant. Ça vient aussi de l'aspect occidental. Et au début des années 20, la République, enfin la jeune monarchie parlementaire italienne s'offre au bras d'un aventurier, Mussolini, qui à l'origine d'un personnage qui vient de la gauche, qui était un agitateur socialiste, et qui va devenir président du Conseil italien au terme d'une marche sur Rome, que ses chemises noires et ses partisans vont mener. Et Mussolini a un programme, certes pas dans un premier temps hostile aux Occidentaux. L'hostilité avec les Occidentaux, ça vient dans les années 30, à partir du moment où Mussolini n'est plus tout seul, si vous voulez, avec un régime donc fasciste. Il y a Hitler qui ensuite arrive, on y reviendra. Mais il s'agit quand même bien, dès le début, d'établir un État totalitaire fasciste. Je vous ai dit dans les séances précédentes que le XXe siècle, appelé l'âge des extrêmes par l'historien britannique que je vous recommande de lire, Hobsbawm, d'où le livre éponyme d'ailleurs, L'âge des extrêmes par Hobsbawm. Si vous voulez la référence, je vous la donnerai. C'est un livre très intéressant parce que il explique dans ce qu'il appelle le court XXe siècle, parce que lui il le fait arrêter, il le fait commencer en 14 et il le fait arrêter en 90. 89-90, entre la chute du mur de Berlin en 89 et la fin de l'année 91 et l'effondrement, la disparition du RSS, Hobsbawm appelle cette période l'âge des extrêmes. Pourquoi? Parce que c'est l'âge, je vous l'ai dit tout à l'heure, des trois totalitarismes, que sont le fascisme, qui soit espagnol avec Franco, il y reviendra, ou évidemment avec Mussolini, son inventeur, le nazisme avec ses caractéristiques exterminatrices raciales, on y reviendra aussi, et puis évidemment le communisme, ça c'est le premier qui apparaît, en 1917 avec la révolution bolchevique. Et en effet, là aussi c'est un des facteurs aggravants, c'est qu'au début des années 20, eh bien, Mussolini va mettre en place un État totalitaire fasciste complètement inédit, du jamais vu, et où on va retrouver les stigmates des États totalitaires. Je vous en donnerai d'ailleurs la définition la semaine prochaine, quand on va parler des années 30, qui comporte entre autres les aspects suivants, qui sont tout à fait, comment vous dire, significatifs, le culte de la personnalité, la suppression de toutes les libertés publiques, manifester, faire grève, liberté de pensée, liberté d'opinion, tout ça interdit dans les États totalitaires. Donc culte de la personnalité, suppression de toutes les libertés fondamentales, encadrement de la société, des citoyens du bas âge, de 3 à 4 ans et demi, déjà embrigadés dans les jeunesses du parti, que ce soit le parti communiste, avec les pionniers, que ce soit le parti fasciste ou le parti nazi, bien sûr. Et puis, le contrôle de la presse, bien sûr, aux ordres du pouvoir, et puis une police politique,
pour assaisonner tout ça, hein, mais je vous redonnerai la liste détaillée la prochaine fois, une police politique répressive qui arrête les opposants et qui est là pour bien sûr assurer la sécurité et le développement évidemment d'un militarisme particulièrement agité, hein, avec beaucoup de revendications et souvent des guerres à la clé. Alors Mussolini met tout ça en place, hein, dès le début des années 20. Hein, le fascisme italien naît. Au début, ça inquiète pas trop les États occidentaux parce que Mussolini, ce qu'il veut d'abord, c'est développer son empire colonial. Hein. Alors, bon, il y avait, vous vous souvenez, la Libye mandataire, hein, de la dissolution de l'Empire ottoman, j'en ai un peu parlé la dernière fois. Hein, et puis, donc, ça va un peu continuer. Il va vouloir vraiment, progressivement, ça va s'étendre et il ira, et vous le savez, hein, on en reparlera la fois prochaine, jusqu'en Éthiopie, où là, ce serait une pure guerre d'agression. Hein, donc pour s'emparer de cet État qui est une des très rares, un des très rares États démocratiques, hein, une monarchie constitutionnelle, hein, existant à l'époque en Afrique, hein, l'Éthiopie, hein, dirigée par Haïlé Sélassié. Hein. Eh bien, Mussolini fera une guerre d'agression, et c'est là que les Occidentaux, ne réagissant pas, que Mussolini va basculer, hein, en disant voilà, on peut faire ce qu'on veut et se rapprocher d'Hitler, qui lui évidemment a aussi tout un programme, hein, là aussi on en reparlera. Hein. C'est aussi à ce moment-là que le problème commence, il faut le savoir, dans les années 20. Et ce qui couronne le tout, on conclura là-dessus tout à l'heure, hein, c'est évidemment le fameux krach du 22 octobre 1929, le grand krach boursier, hein, ces graves crises monétaires, hein, qui évidemment, vous l'avez bien compris, va impacter qui donc, l'Allemagne. L'Allemagne qui avait, avec le plan Dawes, tellement lié son économie, hein, avec celle des États-Unis. Alors évidemment, au cœur de tout ça, quand même bien plus inquiétant dans les années 20 que Mussolini, hein, dont on ne s'inquiète pas trop encore, hein, eh bien c'est Staline. Alors c'est cette seconde partie, hein, sur la naissance du stalinisme et ses conséquences, hein, sur laquelle je souhaiterais me pencher maintenant avec vous. Hein. Qu'est-ce qui se passe assez rapidement, on a déjà un peu évoqué la dernière fois, dans cette révolution bolchevique. Hein. Je suis passé là-dessus la dernière fois un peu en esquisse, hein, on peut l'approfondir. Je vous rappelle qu'il y a 3 leaders qui émergent, hein, dans le premier régime bolchevique, hein, qui se met en place à partir de 1917. Hein. Ces 3 personnages sont Lénine, hein, qui est le fondateur, le chef, hein, des bolcheviks, hein, que les Allemands avaient mis dans un train plombé pour le faire revenir dans la Russie tsariste, espérant déstabiliser celle-ci. C'était un peu, on a bien compris, jouer à l'apprenti sorcier, parce que quand on voit ce qui a suivi l'Allemagne, je pense, les fonctionnaires de l'Empire de l'Allemagne à l'époque qui ont permis ça, ont dû s'en mordre les doigts. Hein. Et puis Lénine, rapidement, a une santé qui décline, hein, il met en place la nouvelle économie politique, hein, dont le but est quand même, cette nouvelle économie politique, de redresser économiquement le legs d'un empire tsariste en ruine, hein, ruiné par la guerre, ruiné par la famine, ruiné par un monde rural complètement obsolète, hein, basé sur du servage, qui avait été pourtant aboli, mais des sociétés complètement très en retard. Hein. Et Lénine est parfaitement conscient de ça pour évidemment que la future jeune URSS, hein, mise en place, commence à rattraper son retard. Et rappelez-vous les fameux accords de Rapallo, hein, en 1922, hein, entre la République de Weimar et la toute jeune URSS, vont évidemment bien faciliter les choses pour Lénine. Mais Lénine a une santé qui décline, hein, et les 2 autres leaders, hein, qui sont un peu ses héritiers, Trotsky d'un côté, responsable de l'armée, hein, lui qui a créé, forgé l'armée rouge, lui qui a, par une violence inouïe, écrasé les armées des Russes blancs de l'amiral Wrangel et Koltchak, hein, au terme de cette guerre civile terrible, hein, qui fait que la partie pro-tsariste de la Russie a été éliminée. Hein. On ne compte même pas sans doute le nombre de milliers de morts, hein, qu'il y a dû y avoir. Eh bien, face à Trotsky, il y a Staline, hein, un personnage terrible, rugueux, hein, paysan géorgien à la base, ancien séminariste,
Et Staline a des idées bien précises sur son ambition future, qui va être de succéder à Lénine, au fondateur, hein, et de forger désormais un grand État ultra puissant industriellement et militairement, hein, que devra être donc la toute jeune URSS. Et c'est ce qui va effectivement, à peu de choses près, se produire, c'est-à-dire que Lénine s'affaiblissant, Trotsky sera exilé, hein, donc très rapidement du pouvoir, hein, exilé à un tel point qu'il devra quitter non seulement la jeune URSS, mais quitter l'Europe et quitter tout simplement l'hémisphère nord. Hein. Il partira jusqu'en Amérique du Sud, hein, où d'ailleurs il finira assassiné par un agent des services secrets de la Tchéka, hein, envoyé par Staline. Et Staline, eh bien, quand Lénine meurt d'une attaque cérébrale en 1924, bah, il a les mains libres. Il va donc affermir l'État totalitaire bolchevique, qui reprend les mêmes caractéristiques que ce que finalement, peu de choses près à la même époque, Mussolini avait mis en place. Hein. C'est-à-dire un État-parti. Hein, déjà pour commencer, si on n'est pas membre du parti, ben, on ne peut pas trouver de travail, etc., pas évoluer dans la société. Donc le parti contrôle absolument tout. Aspect particulier, évidemment, de la révolution bolchevique, c'est la collectivisation générale de toute l'économie. Hein. Même si le système comment dire, d'ouverture au capitalisme est mené à son terme jusqu'en 1929 pour terminer la reconstruction économique et industrielle du pays. Hein. Mais néanmoins, on a cet aspect de collectivisation massive, et tout le reste, embrigadement de la jeunesse, suppression des libertés fondamentales, une armée sous contrôle par les commissaires politiques, hein, tout est politique, hein, tout est dans cette URSS. Le dogme marxiste-léniniste est évidemment érigé comme un art de vivre, hein, si on peut dire. Hein. Et puis, bien sûr, embrigadement de la jeunesse et des jeunes adultes, et donc une armée, bien sûr, totalement aux ordres du parti. Les cultes de la personnalité, bien sûr. Hein, je vous renvoie aux différentes images concernant le régime de Staline. Et ça va durer jusqu'au début des années 50, hein, après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Staline est vraiment le leader, un des leaders, qu'on passe sur la période tsariste ou la période post-communiste actuelle, qui a exercé le pouvoir depuis pendant tellement de temps, hein, sachant qu'on peut estimer que son pouvoir s'affermit effectivement à partir de 1924, à la mort de Lénine, hein, pour se terminer presque 30 ans plus tard, en 1953, hein, quand il meurt. Donc c'est une ère qui se met en place, et une terrible police politique également est créée, qu'on appellera la Tchéka, hein, et qui sera ensuite le KGB, ça correspond au FSB actuel, si vous voulez. Et autre particularité de Staline, c'est important parce que ça explique aussi ce que sera plus tard la déstalinisation, vous le verrez, avec moi bien sûr. C'est que Staline, dans la dictature du prolétariat qui caractérise l'URSS, premier régime communiste du monde, ne l'oublions pas non plus, eh bien c'est tout simplement qu'il s'agit quand même d'une dictature collective, d'un État totalitaire dirigé collectivement. Il y a, si vous voulez, le Congrès à date carillonnée, si on peut dire, du Parti communiste, de soviétique. Hein. Puis vous avez un bureau politique aussi, politburo, où les dirigeants collectifs de l'URSS se retrouvent et prennent des décisions donc en commun. Donc il y a une forme de débat. D'ailleurs, c'est pas du tout démocratique, mais la particularité de Staline, et notez-le bien, c'est qu'au travers de tout ce que je viens de vous dire, qui constitue le noyau central, si vous voulez, de l'Union soviétique, eh bien Staline, là-dedans, va violer en quelque sorte les principes de la dictature collective du prolétariat.
hein. Il va installer un pouvoir personnel, hein. Et ce pouvoir personnel, eh bien, ça se traduit comment? Hein. Eh bien, d'une part, donc, il cesse de réunir les instances du Parti communiste, hein. Donc, évidemment, les congrès du parti, les assemblées diverses, les soviets, tout ça, ça s'est plus réuni, hein. Et il s'entretient en binôme, hein, avec ses principaux ministres, hein. Donc comme Lavrenti Beria, terrible ministre des services secrets et de la sécurité, hein, ou encore, évidemment, Molotov, hein, le fameux ministre des Affaires étrangères, hein, Molotov qui, paradoxe de tous les paradoxes, hein, sera là pour signer les accords entre l'URSS et l'Allemagne, le pacte germano-soviétique, et sera encore là à Yalta avec ses nouveaux amis, si on peut dire, évidemment anglo-américains, hein, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Autre aspect du régime de Staline, de ce pouvoir personnel que Staline met en place, hein, dès la mort de Lénine, hein, donc dès 1924, ça va être donc aussi d'organiser régulièrement avec ses services secrets, hein, évidemment la Tchéka, KGB ensuite, des purges, hein, des purges régulières, puisque bien sûr il s'agira de maintenir, hein, contre vents et marées, son pouvoir personnel, hein. Alors ces purges sur différents elles auront lieu d'ailleurs tant après la Seconde Guerre mondiale qu'avant, hein, sur différents prétextes, hein, afin d'éliminer, hein, tous les cadres du parti qui pourraient apparaître comme constituer des rivaux, hein. Dans les années 30, celle plus célèbre sera celle dirigée contre les cadres de l'armée rouge. En effet, Staline, vu révolutionnaire, se méfie évidemment des généraux ambitieux, hein. Il a vu bien sûr le processus qui s'était produit lors de la Révolution française, avec Bonaparte, hein, tout simplement, qui s'était peu à peu affirmé et avait fini par créer un empire, hein. Et ça, Staline, évidemment, se méfie profondément des cadres de son armée. Il fera de grandes purges dans les années 30, ce qui d'ailleurs sera une des raisons pour laquelle il préférera signer le pacte germano-soviétique avec Hitler, car c'est très clair qu'en 1939, Staline n'était pas prêt du tout à affronter l'Allemagne nazie, il n'aura pas été tellement d'ailleurs en 1941 non plus, mais au moins, il espère gagner un peu de temps, on aura l'occasion d'y revenir. Donc des purges massives, des purges aussi au sein du Parti communiste, bien sûr, afin d'éviter là aussi toute rivalité, souvent sous des prétextes bidons, hein, ce qui fait dire que ces purges sont terribles, d'autant plus que ce système de purge, de grands procès artificiels, sera abondamment repris, hein, comme vous le savez, dans les années 50, et pas qu'en URSS, mais aussi dans les nouveaux pays du camp socialiste, afin évidemment de se débarrasser des vieux membres du Parti communiste qui pourraient avoir des idées de retour à la démocratie, etc., etc. Une des bonnes raisons pour laquelle, hein, il y aura tous ces soulèvements quand il y aura la déstalinisation. Donc Staline aussi responsable, il faut le savoir, d'immenses famines, hein, plus ou moins organisées volontairement, à force d'industrialisation forcée du pays, des grandes famines qui vont ravager beaucoup l'Ukraine, hein, la Biélorussie, peut-être sans doute pour soumettre définitivement ces anciennes provinces de l'Empire, hein, et les ramener en tant que république socialiste dans le giron, hein, de Moscou, hein. Ça aussi, il faut le noter, le bilan, hein, du stalinisme est absolument effrayant, hein. Je vous renvoie au livre noir du communisme, par exemple, hein, qui est sorti il y a maintenant une trentaine d'années, je crois, et qui établit un bilan sans complaisance de Staline et aussi évidemment des autres régimes communistes que le monde a traversé, qui sont encore en place, hein. Il s'agit vraiment, bon, du premier des totalitarismes mis en place,
et d'un totalitarisme qui donc n'est pas avare en vie humaine. Hein, évidemment, tout ça durera, je vous l'ai dit, presque 30 ans et même au-delà, dans la mesure où les goulags, hein, le système concentrationnaire de travaux forcés soviétique, sera mis en place par Staline, en effet, et que on en verra des milliers d'opposants donc travailler, notamment dans des conditions épouvantables, dans des camps situés en Sibérie, hein, avec des températures extrêmes qui ont achevé énormément de monde. Donc, cette énorme structure, hein, que Staline met en place dans les années 30, hein, cet État industriel, hein, dont je vous ai mis une carte en introduction de ce propos, eh bien, effectivement, ça va être forgé avec beaucoup de vie humaine, beaucoup de méthodes particulièrement effrayantes, hein. Et c'est certain que Staline effraie, inquiète énormément ses voisins, et on a vu, donc en effet, tout à l'heure, les conséquences. Troisième et dernière partie à présent, assez rapidement d'ailleurs, concernant l'échec, hein, des années 20. Donc, il faut voir que le bilan est assez accablant. À la fin des années 20, on en reparlera la prochaine fois, il n'y a presque plus d'État réellement démocratique en Europe centrale. Hein. Tous se sont radicalisés, d'abord par peur de Staline, et puis ensuite par peur de Hitler, hein, bien sûr. Hein, notez-le, on y reviendra, mais à la fin des années 30, hein, les deux seuls pays qui restent démocratiques, hein, dans la région, bah, ce sera la Tchécoslovaquie et la Roumanie. Tous les autres vont abandonner la démocratie. Puis ces années 20 bah, se terminent, en plus de tous les problèmes que j'ai évoqués déjà tout à l'heure, par un krach économique massif, 22 octobre 1929, krach de Wall Street. Alors Wall Street, qu'est-ce qui se passe? C'est un krach boursier, comme on en a connu tellement depuis, bien sûr. C'est dû à l'inflation, hein, provoquée par un trop grand développement du crédit, hein, et une trop grande augmentation de la masse monétaire. Ben oui, cette économie de relance, hein, de la machine industrielle, hein, notamment des pays occidentaux, qui s'était mis en place dès le début des années 20, a fini par tourner beaucoup trop vite, hein, et finalement elle explose, hein, avec cette crise de 29. C'est surtout une crise en fait de surproduction, de surconsommation, hein, qui va quand même, même par rapport aux chiffres de l'époque, établir jusqu'à 40 millions de chômeurs dans le monde. Donc c'est vraiment une grave crise. On l'a comparée, est-ce vrai disons qu'on pouvait la comparer avec la grande crise de 2008. Hein. Grande crise de 2008, donc qui s'est produit, donc, vous le savez, suite au subprime, etc., cette grande crise financière, hein, dont, il est vrai, nous subissons toujours les conséquences. Hein. Donc, à la fin des années 20, cette Europe qui redémarrait, ce monde occidental en plein redécollage, bah, sombre à nouveau dans un chaos. Et j'insiste particulièrement sur la crise de 29, j'ai dit tout à l'heure, sur l'impact que ça va avoir sur l'Allemagne. L'Allemagne, tout allait tellement bien, les accords de Locarno, l'entrée à la SDN en 1926, bon certes, il y avait une agitation communiste, certes, il y avait ces nationalistes qui se regroupaient autour de cet agitateur Hitler, qu'on avait quand même mis en prison temporairement en 1923. Hein. Mais quand même, la République de Weimar commençait à prendre son rythme de croisière, et voilà que son économie s'effondre complètement, et tout de suite ou presque, en octobre 1929, parce que elle s'est liée, je vous l'ai dit, c'est une crise monétaire. L'effondrement du dollar va provoquer l'effondrement évidemment du mark allemand, et ça, c'est une catastrophe parce que la crise va provoquer du chômage, le chômage va provoquer de la radicalisation politique, et les vieux démons reviennent évidemment en premier, comment dire, au premier plan, hein, et les partis nazis et communistes vont cesser de rivaliser
au fur et à mesure des différentes élections qui vont marquer l'histoire allemande entre 1930 et 1933, on y reviendra, pour que ce soit les nazis qui l'emportent, hein, avec tout un tas de solutions, notamment économiques, d'inspiration keynésienne d'ailleurs, de projets de grands travaux qui feront qu'en effet, l'Allemagne, notamment avec sa remilitarisation, dont on parlera la prochaine fois, va sortir, hein, comme de cette manière-là, de la crise de 29. Mais pour sortir, pour aller où, hein, on le sait, dans la Seconde Guerre mondiale, quand on voit l'état de l'Allemagne en 1945, je ne suis pas certain que c'était vraiment un bon calcul. Donc bien retenir ça, c'est l'Allemagne qui va être la première impactée, et par effet de nappe, l'ensemble des pays de la région, et bah, évidemment des pays, des jeunes démocraties d'Europe centrale, hein, qui étaient si fragiles, hein, sur le plan démocratique, parce que nés 10 ans auparavant, hein, et qui vont être profondément déstabilisés et minés, hein, par tous les problèmes que j'ai évoqués évidemment en plus tout à l'heure. Donc vous voyez que c'est un mécanisme bien plus complexe que des traités mal faits, etc. Un traité est toujours imparfait, si vous voulez. Mais les conséquences de ces traités, mal gérés, d'autres problèmes qui sont survenus, l'apparition de deux totalitarismes dès les années 20, le fascisme italien, hein, avec Mussolini, l'URSS stalinienne, hein, tout ça, effectivement, on l'a bien compris, ne va rien arranger, hein. C'est pour ça quand on me dit, vous le entendrez souvent, on va entrer dans une période là de débat électoral, on entend souvent ça dans ces moments-là, dire que les années 2015-2020, nos années 20 du 21e siècle, ressemblent beaucoup aux années 30, mais fort heureusement non. Elles peuvent y ressembler au niveau des problèmes économiques, sans doute, mais au niveau politique, à l'heure actuelle, et Dieu merci, nous n'avons pas de personnages aussi menaçants que Staline, Hitler ou Mussolini, hein, voire Franco. J'attire votre attention là-dessus. Fort heureusement, il y a quand même une situation, même s'il y a beaucoup d'autres problèmes, on y reviendra, une situation qui a quand même été, et quand même à l'heure actuelle peut-être moins dramatique quand même que celle des années 30, en tout cas je crois qu'il faut l'espérer. Et d'autant plus que, pour conclure sur cette troisième partie, sur l'échec des années 20, bah, c'est qu'on se quitte un peu sur le focal qu'on a sur l'Europe, voire sur le mode eurasiatique avec l'URSS, hein, en regardant un petit peu ce qui se passe tout simplement en Extrême-Orient. Le Proche-Orient est déstabilisé, on le sait, ça aura des conséquences plus tard, mais l'Extrême-Orient, on l'a un peu oublié, lui va l'être aussi. Alors d'une part, rappelez-vous, il y avait eu la chute de l'Empire chinois en 1911, empire millénaire, multimillénaire, qui disparaît et qui donne, hélas, qui débouche hélas sur ce continent qu'est la Chine, hein, regardez une carte, hein, une véritable guerre civile géante, hein, avec des seigneurs de la guerre. Et cet ancien empire, avec beaucoup de richesses, va tenter là aussi des aventuriers politiques, hein, parce que il se trouve qu'au début du XXe siècle, le Japon, hein, dont on avait un peu oublié le Japon parce que c'était un État très replié sur lui-même, qui s'était notamment débarrassé des Occidentaux à plusieurs reprises, notamment aussi au XIXe siècle. Ben, le Japon, voilà que il s'ouvre. Le Japon va s'ouvrir d'un seul coup parce que son empereur, hein, Mutsuhito, je crois, hein, si je me souviens bien, eh bien, va décider que désormais, il va falloir se moderniser, hein, et passer à une économie donc ouverte vers l'Occident. Alors le Japon va se développer d'une façon spectaculaire après la guerre de 14-18. Je vous donne quelques chiffres. On passe de 56 à 73 millions d'habitants. Je rappelle que c'est un petit archipel.
56 à 73 millions d'habitants entre 1920 et 1940. Ça vous fait une moyenne de 17 millions en plus en 20 ans, c'est-à-dire 850 000 habitants par an. Donc c'est gigantesque, c'est un décollage, comment dire, démographique extrêmement impressionnant. Par ailleurs, le pays, qui dépend des marchés extérieurs au niveau énergétique, va développer évidemment une politique coloniale. Alors en même temps, l'empire est réorganisé dans de grands groupes d'entreprises d'industrialisation qu'on va appeler les zaibatsu, va développer une armée parce que évidemment les ressources énergétiques, eh bien on va vouloir aller les chercher à l'extérieur, entre autres. Donc l'idée de développer un empire colonial, c'est les mêmes choses les mêmes logiques qu'avait eu l'Allemagne de Bismarck après 1870. La même logique va avoir Mussolini, effectivement, dans les années 20 avec le fascisme. Ce sont des États qui vont se dire, voilà, nous on se développe économiquement, on veut faire comme les autres. Les Franco-Britanniques ont les plus grands empires coloniaux du monde, encore à cette époque-là. Nous on va faire pareil, on va aussi se doter d'un empire, on va développer notre civilisation en plein développement. En pleine expansion. Et à partir donc de 1931, va se mettre en place une espèce d'État. C'est une monarchie avec un empereur, donc un État qui est quand même peu démocratique. Mais là, va se développer une forme de dictature militaire à l'intérieur de l'empire japonais. Donc le pouvoir exécutif, certes, sera contrôlé par l'empereur, mais encadré par des militaires, et le pouvoir législatif, donc par une assemblée, la Diète. Mais on a vraiment un parti d'extrême droite nationaliste japonais qui s'installe aux affaires à partir de 1931 et qui va commencer, donc à partir de 1931, à attaquer le grand voisin faible à côté. C'est une véritable guerre coloniale d'exploitation que sera la Chine, en annexant le nord de la Chine, par exemple, ça s'appellera la Mandchourie, et sa Mandchourie deviendra le Mandchoukuo, où les Japonais, pendant la Seconde Guerre mondiale, installeront un empereur fantoche, donc il s'appellera Puyi. Revoyez, si vous ne l'avez pas vu, ce très beau film de Bertolucci des années 90 qui s'appelle Le Dernier Empereur. C'est un film magnifique, il y a un très beau roman. Ça vous donnera une idée de ce que je suis en train de vous expliquer. Le Japon, comme l'URSS d'ailleurs, pour d'autres raisons, dans les années 20, va quitter la SDN, c'est pas bon signe, en 1933, et il s'emparera de Pékin en 1937. On en a donc un État militaire, nationaliste, qualifié d'extrême droite, qui se met en place. Regardez la carte et regardez les autres cartes que vous aurez plus tard sur l'extension de l'Empire japonais. C'est absolument faramineux ce qui se passe en quelques années à peine. Et que, en gros, si je puis dire, personne n'a vu venir, comme vous le savez, cet empire japonais sera un des, si ce n'est le principal allié d'Hitler dans la Seconde Guerre mondiale à partir de 1941. Alors voilà, on le voit, et on va conclure là-dessus, que ces années 20 se terminent de manière bien sombre, alors qu'elles avaient commencé au son des claquettes, au son du Charleston, au son de différents danses si optimistes de l'après-Première Guerre mondiale. Tout cela se termine dans le chaos, dans la tristesse, dans la crainte, la peur, des problèmes économiques et aussi des bruits de bottes. J'aime bien ce terme de bruit de bottes, un terme qu'on entend souvent et que l'on commence à nouveau à réentendre à l'Est, mais pas qu'à l'Est d'ailleurs, un peu partout. Et c'est ce qui fait que les années 30 qui vont suivre, et dont on parlera la prochaine fois, s'annonceront évidemment comme une période particulièrement terne dans l'histoire des relations internationales. Vous le verrez dans ce cours finalement de partie du système des relations internationales de 1920 à 1939, à quel point les années 20 qu'on vient d'évoquer, et j'espère vous en avoir donné les principales caractéristiques, seront bien différentes des années 30 que on évoquera la prochaine fois.
Alors je vous remercie de votre attention, je ne l'ai pas indiqué dans les 2 précédentes vidéos, mais sachez que vous pouvez liker avec un petit pouce, cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été pédagogique, ce que j'espère. Donc vous n'hésitez pas à mettre un like et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Sachez que quiconque s'abonne à ma chaîne, alors n'auront pas un bon point, n'est-ce pas? Mais je m'abonne à la chaîne de celui qui s'abonne en retour. Voilà, donc si jamais cela, le cœur vous en dit. Je vous souhaite eh bien, le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.